Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Frédéric. Bonjour Mickaël. Alors Frédéric, on se retrouve, on a déjà parlé des bonnes pratiques en plongée. Maintenant, il y a aussi les bonnes pratiques qui sont liées à la décompression. De quoi voudrais-tu nous parler ? Alors, je voudrais tout d'abord insister sur le fait que c'est particulièrement important d'y être attentif parce que l'immense majorité des accidents de décompression survient alors que le plongeur a respecté tout ce que son ordinateur, son moyen de décompression lui avait demandé de faire. Il a respecté la vitesse de remontée, il a respecté les paliers affichés, et malgré tout, malheureusement, il y a un accident de décompression qui se déclare. C'est plutôt embêtant ça. C'est effectivement tout à fait embêtant, et c'est ce qu'on appelle parfois des accidents immérités. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que il y a toujours une cause, on n'arrive pas toujours à l'identifier, mais voilà, c'est d'autant plus important, c'est probablement aussi important, c'est d'ailleurs je pense ce qui est indiqué dans ma déco, si j'ai bonne mémoire, en milieu de page, en gras, en plus grand, que respecter les règles de bonne pratique, c'est aussi important que de faire les paliers obligatoires de son ordinateur. Alors, avant de rentrer dans le détail, est-ce que statistiquement, il y a beaucoup d'accidents liés à la décompression ? Oui et non. Alors oui, il y a des accidents de décompression. C'est dans les déclarations d'accidents qui sont rentrées au sein de la Ligue, la deuxième catégorie d'accidents en termes d'importance. Et quand on se penche sur les statistiques, par exemple, de ce qui se passe en France, là, c'est l'accident grave le plus fréquent. Tu dis la deuxième cause, peut-être rappeler la première cause d'accident ? Les accidents les plus fréquents dans ce qui est déclaré au sein de la Ligue, c'est les traumas, donc les chutes et ce genre de choses qui ne sont pas nécessairement toujours liées même à la plongée en elle-même, mais simplement le fait d'être au bord d'une piscine qui est un sol glissant ou d'être sur un bateau qui bouge et de recevoir une bouteille sur son pied. Alors pour peut-être repréciser pour ceux qui ont moins d'expérience, quels sont les différents types d'accidents de décompression en quelques mots ? Alors, le type d'accident, on va surtout le qualifier en fonction de l'endroit où, en gros, la bulle va aller se coincer. Et donc, elle peut aller se coincer notamment dans tout ce qui est la moelle épinière, tout ce qui est le système nerveux central, au niveau de l'oreille interne, par exemple. On a aussi des accidents de décompression qui ont des manifestations cutanées, pour en citer quelques-uns. Il peut y avoir des conséquences graves ? Oui, alors dans les cas les plus graves, malheureusement, on constate des décès. Mais sinon, on peut avoir des séquelles plus ou moins graves. Et tu l'auras compris, on parle d'accidents souvent qui sont liés d'une manière ou d'une autre au système nerveux. Ça veut dire qu'il peut y avoir des séquelles en termes de sensibilité, de motricité, des accidents qui ont touché les sièges de l'équilibre comme l'oreille. Il peut y avoir des conséquences à ce niveau-là. Et donc, c'est tout sauf joyeux, évidemment. J'imagine que c'est quand même un type d'accident qu'on va retrouver quand on fait de la plongée profonde ou engagée. Alors, effectivement, plus on fait des plongées profondes avec des paliers importants, plus on multiplie les risques. Pour autant, on a tous les ans, dans les déclarations d'accidents, des accidents de décompression qui se déclarent pour des plongées sans palier obligatoire à des profondeurs qui sont parfois peu importantes, de l'ordre d'une vingtaine de mètres. Donc ça, dès le moment où on va dans l'eau pour une certaine durée, on court un risque d'accident de décompression, qui est plus important si on est plus profond, évidemment. Mais le risque existe pour toutes les plongées. Et donc, justement, quels sont les comportements à voir ou les points d'attention vraiment importants ? Alors, il est particulièrement important d'être dans un état physique adéquat. Donc, ça veut dire qu'il faut être reposé convenablement, qu'il faut éviter le plus possible tout effort après la plongée, et qu'il faut évidemment veiller à son hydratation. C'est particulièrement important. Sans rentrer dans les détails, chaque plongeur qui sort de l'eau est déjà en soi déshydraté de par son immersion. Au-delà de ça, 100% des accidentés de décompression, 100% des gens qui ont un accident de décompression sont déshydratés à un stade relativement important. Mais il ne faut pas prendre une chimée bleue comme tu les as. Alors, j'aime la chimée, mais au-delà de ça, non, effectivement, bien hydraté, ça veut dire boire de l'eau de manière régulière, en quantité modérée mais régulière, et éviter tout ce qui va avoir tendance à nous déshydrater. Et ça veut dire qu'il faut éviter l'alcool,
Il faut éviter la caféine, la théine, le sucre. Tout ça va avoir tendance à nous déshydrater et donc c'est le genre de boisson qu'il faut éviter. En gros, il faut boire de l'eau, quoi. Eh bien, on boira de l'eau. Voilà. Alors, c'est toute une approche, je dirais, presque pratico-pratique à avoir. Maintenant, il y a aussi la plongée à proprement parler. Est-ce qu'il y a un profil idéal de plongée, par exemple? Alors, oui, il y a en tout cas un profil qui génère beaucoup moins de problèmes que d'autres. On recommande d'atteindre la profondeur la plus importante en tout début de plongée. D'y rester ou de remonter avec ce qu'on appelle un profil multiniveau. En gros, si on regarde le profil de sa plongée sur son ordinateur, c'est comme si ça faisait un escalier. Soit c'est carré parce qu'on est resté à la même profondeur, soit on a un escalier, on est remonté progressivement sur différents paliers. Tu sais, un peu comme si on allait plonger sur une grande épave, et puis on commence par aller sur le sable sur lequel l'épave est posée, et puis on remonte sur le pont du bateau, et puis après quelques minutes, on remonte sur les superstructures. Ça, ce serait un très beau profil multiniveau, par exemple. C'est étonnant ce que tu dis, parce que je vois souvent des plongeurs qui affichent leur profil de plongée. Et là, après la plongée, regarde, j'ai le profil idéal, et on voit un profil en racine carrée. Alors, le profil en racine carrée, c'est intéressant comme question. Ce qu'on suggère d'éviter, c'est ce qu'on appelle des profils à remontée lente, où on remonte progressivement mais très lentement. C'est pour des raisons qui ne sont pas nécessairement toujours clairement identifiées. On constate qu'il y a un peu plus d'accidents avec ce type de profil. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter ce qu'on appelle des profils borderline, où on se dit, j'ai pas envie de faire de palier obligatoire, mais j'ai envie de passer le plus de temps possible au fond, et donc on va rester au fond jusqu'au moment où l'on va être peut-être à 1 minute des paliers obligatoires ou même juste à la limite, et puis on va calquer sa remontée pour toujours rester à 7 minutes avant les paliers obligatoires. Et là, on est vraiment à la limite tout le long, et si pour une raison ou pour une autre, un des autres paramètres de l'équation des compressions n'était pas aussi idéal que ce que l'ordinateur a calculé, finalement, on est rentré dans la zone de décompression obligatoire sans pour autant faire de paliers. Et tu sais comme moi, ne pas faire les paliers qu'on aurait dû faire, c'est pas vraiment une bonne idée pour éviter les accidents de décompression. Est-ce qu'il y a d'autres types de profils qui pourraient être des profils à risque? Il faut absolument éviter de faire des yo-yo pendant sa plongée. Remonter de manière importante puis redescendre, c'est pas du tout une bonne chose. De même, il faut éviter de redescendre de manière significative en fin de plongée. Vraiment, l'idée c'est, je vais au point le plus profond, j'y reste, je remonte progressivement, mais je ne redescends pas. Voilà. Ça, c'est des profils à recommander, le dernier que je viens de citer en tout cas. Pourtant, ton ordinateur, je te pousse un petit peu, je te provoque là, ton ordinateur n'en tient pas compte, si? Alors, l'ordinateur, il va toujours calculer. Sauf si à un moment donné, on le pousse dans ses derniers tranchements et qu'il se met en erreur. Il va toujours calculer une solution. Est-ce que cette solution réellement va apporter quelque chose de safe? Non, parce que le comportement qui est en dessous ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle, quand je donne des cours de décompression aux plongeurs, je leur dis toujours que leur premier moyen de décompression, c'est celui qu'ils ont entre les 2 oreilles. Il faut qu'ils soient conscients de ce qu'ils font. Parce que la machine, elle n'est faite que pour calculer ce pourquoi elle a été programmée. Et oui, mathématiquement, on peut calculer la décompression sur du yo-yo. Physiologiquement, souvent, ça ne passe pas bien. Est-ce qu'on peut dire que la décompression est vraiment connue, tous les processus de décompression sont vraiment connus dans les plus ultimes détails? Non, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une série de choses qui fonctionnent et une série de choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des recherches qui sont menées sur la décompression depuis des décennies. La première théorie de décompression, c'était début du XXe siècle. Et depuis, on n'a pas arrêté de travailler. On ne connaît pas tout. Le corps humain est une machine excessivement complexe et quand elle est en plus soumise à des conditions particulières, c'est très difficile de savoir comment elle réagit. Mais on constate qu'il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Et c'est sur ce qui fonctionne qu'on travaille pour proposer des solutions les plus sûres possibles pour tous les plongeurs. En parlant de comportement à risque, est-ce que des plongées, ici on a parlé de plongée unique, mais quand on va en vacances, quand on va en croisière plongée par exemple, ou on va enchaîner les plongées, est-ce qu'on n'augmente pas de manière significative ce risque? Oui, bien sûr. Plus on plonge de manière rapprochée, plus on multiplie les risques. C'est pour ça qu'on a formulé via Madeco toute une série de recommandations en termes d'intervalles à privilégier entre les plongées, et
on fait des recommandations qui sont un peu différentes, qui sont même pas qu'un peu, qui sont différentes entre des plongées avec une décompression obligatoire, des plongées qui ne le sont pas, et il y a des limites qui sont différentes. On peut tolérer de faire plus que 2 plongées par jour quand on se trouve dans des plongées qui sont sans décompression obligatoire. Pour autant, on incite nos plongeurs à faire très attention à l'intervalle qu'il y a entre ces plongées, justement pour diminuer ce risque. Quel est cet intervalle, justement? Donc l'intervalle, quand on fait plus que 2 plongées par jour, c'est minimum 2 heures, avec des plongées qui sont no déco, j'insiste. Et ces 2 heures, c'est vraiment le minimum. On a clairement écrit dans notre manuel que on se rendait bien compte que dans la pratique, certains centres de plongée proposent des intervalles qui sont inférieurs. On a ces double ou triple tank sur une demi-journée où on fait 1 heure de plongée, on sort pendant 1 heure, on plonge 1 heure. Clairement, ce type de profil, c'est accidentogène. C'est pas bon. Ça provoque réellement des accidents. Certainement si on n'est pas raisonnable dans ce qu'on fait. Et donc, si les circonstances font qu'on est plus ou moins contraint de faire ce genre de choses, il faut mettre en place d'autres comportements, d'autres mesures de conservatisme pour diminuer nos risques au maximum. Plonger un nitrox avec des paramètres R, prendre une no-déco limite, non pas de 5 mais de 10 minutes, réellement limiter ses temps de plongée. Enfin, c'est quelques exemples, ça doit s'adapter aux circonstances, mais c'est des choses qu'il faut mettre en place pour diminuer ces risques. Dans les statistiques d'accidents à la LIFRAS, vous voyez proportionnellement plus d'accidents ici en Belgique, sur nos sites de plongée connus, ou à l'étranger, dans des séjours plongés? On en a un peu partout. Et je ne peux pas dire qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre, parce qu'on n'a pas derrière le nombre de plongées qui sont effectuées dans un endroit par rapport à un autre. Ce qu'on constate, c'est qu'on a des accidents de décompression en Belgique, dans nos mers habituelles, Méditerranée essentiellement, et puis ailleurs dans le monde. Ça, oui, on en a. Alors, on a parlé des séjours de plongée. Par contre, il y a aussi des stages de formation. Je pense aux Coppens ou différents stages 4 étoiles, par exemple, avec des plongées. Là, c'est vraiment des plongées engagées qui vont s'enchaîner. Oui, ça, c'est effectivement. Alors, les recommandations, là, sont pas tout à fait les mêmes. On a une accumulation de plongées, effectivement, mais ici, clairement, on limite. Dans le cas de stages avec des plongées à décompression obligatoire, c'est maximum 2 plongées par jour. Et là, on parle plus d'un intervalle de 2 heures, mais entre 2 plongées à décompression obligatoire, c'est minimum 3. Et quand on est dans des stages où les jours se suivent, on recommande que ce soit minimum 4 heures d'intervalle entre les 2 plongées de la journée. Voilà. Avec, évidemment, ça c'est une recommandation minimum. Dans la pratique, ce que je constate, tu as cité le Coppens, mais il y a d'autres stages qui prennent lieu au même endroit et à des périodes relativement proches. Là, on n'est pas de façon systématique, mais on est pratiquement à 5 heures d'intervalle entre les 2 plongées. Tout le monde ne les a pas parce qu'avec les problèmes de rotation, on n'y arrive pas pour tout le monde, mais une grosse majorité des gens sont quasiment à 5 heures d'intervalle. Et c'est une des choses qui permettent de diminuer nos risques. J'en suis convaincu. Alors moi, j'aurais presque envie de dire, mais tiens, je fais quand même un petit peu confiance à mon ordinateur de plongée qui en plus, lui, me permet de mettre en place des procédures de conservatisme, de durcissement sur mon état de forme, de durcissement, si je plonge plusieurs jours d'affilée, c'est pas la solution? Je ne crois pas. Je suis pas le seul à ne pas le croire d'ailleurs. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Il y a, à ma connaissance, aucun ordinateur qui te donne les clés de ce qu'il fait. On constate que quand on met un facteur de durcissement, il augmente la durée des paliers. Mais comment est-ce qu'il le calcule ? Personne ne le sait. Enfin, les concepteurs, j'imagine, le savent, mais en dehors de ça, ils ne le documentent pas. Et ça veut dire que, finalement, on laisse la machine décider et on n'a pas de réflexion par rapport à soi. Si on en est à se dire « je suis fatigué, je veux donc prendre plus de sécurité », je ne suis pas convaincu que la sécurité, ce soit vraiment de se dire « je vais faire 2 minutes de palier en plus ». À mon avis, la sécurité, c'est plutôt de se dire « je suis fatigué, je suis peut-être pas dans les bonnes conditions pour faire une plongée engagée, je vais faire une plongée moins engagée ». Je pense que la solution, elle est plutôt là, pour ne prendre que cet exemple-là. Et en plus, on parlait de Madeco depuis tout à l'heure, effectivement, c'est quelque chose que Madeco déconseille, de modifier les paramètres de nos ordinateurs. Est-ce que tu penses à d'autres aspects liés à la décompression qu'on n'aurait pas abordés pour avoir une bonne approche de la plongée ? On n'a pas évoqué tout ce qui a trait à des paliers un peu supplémentaires.
Donc, on vient de parler des ordinateurs dont on ne modifie pas le paramétrage. Mais au-delà de ça, il est, je pense, important, et c'est d'ailleurs une des recommandations de Madeco, dès que c'est possible, de faire 5 minutes de palier de sécurité. Alors, soit on est en Odeco et on fait 5 minutes de palier à 5 mètres, soit on avait des paliers obligatoires et on prolonge de 5 minutes son dernier palier. C'est visiblement quelque chose qui fonctionne très bien et qui diminue de manière très sensible le risque d'avoir un accident. Ça, c'est tant qu'on est dans l'eau. Alors, dans le même ordre d'idée, une fois qu'on a sorti la tête de l'eau, passer quelques minutes en surface, tranquille, à attendre le bateau, c'est pas une mauvaise chose. On est au moment où notre organisme est en train de dégazer le plus. Et donc, attendre 5 minutes en surface, si les conditions le permettent, c'est pas déraisonnable. Donc, il faut sortir le plus loin possible du bateau, alors. Non, il faut sortir la tête de l'eau et attendre que le bateau vienne nous chercher. D'accord. Ou si on est dans une carrière, on sort la tête de l'eau et si l'eau n'est pas trop froide, on attend quelques minutes avant de sortir de l'eau. Et de la même idée, tu vas remonter à l'échelle, tu vas évidemment éviter de bloquer ta respiration pour éviter de faire passer des bulles là où elles ne devraient pas aller. Et puis une fois que t'es sorti de l'eau, c'est bien aussi de prendre 5 minutes, s'asseoir et d'attendre que les choses se passent avant de regagner sa voiture ou de commencer à gesticuler sur le bateau. Soyons calmes, ça fait du bien. Zen dans l'eau, zen à la sortie aussi. Exactement. On a régulièrement parlé ou fait référence au manuel Madeco, au nouveau manuel Madeco. C'est vraiment un manuel à avoir sur sa table de chevet? Alors, sur sa table de chevet, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose dont il me semble particulièrement important d'avoir connaissance de manière complète. On a effectivement effleuré certains de ces aspects, mais il y en a d'autres. Et ce manuel a réellement été conçu comme un tout. On a parlé des règles de bonne pratique, mais elles font partie d'un ensemble et elles expliquent et justifient une partie des recommandations du manuel. On en est d'autant plus convaincu que on en a fait la promotion au début de l'année. On a été à la rencontre des moniteurs de la Ligue pour qu'ils en prennent connaissance, qu'ils prennent connaissance des nouveautés. Et on insiste particulièrement à ce niveau-là. On a fait le recyclage des moniteurs de cette année et par rapport à Madeco. Donc vraiment, on souhaite que tout le monde en ait connaissance et l'applique de la manière la plus complète possible. Alors ce manuel est téléchargeable facilement, mais est-ce qu'il est adapté à tous nos plongeurs? Alors il est en premier lieu destiné aux moniteurs. Et l'idée, c'est que les moniteurs, une fois qu'ils en ont pris connaissance, qu'ils le maîtrisent de manière complète, vont pouvoir transmettre à leurs plongeurs. Alors c'est lisible par tout le monde, mais pour pouvoir réellement en comprendre tous les tenants et aboutissants, il faut passer par une formation comme on en dispense tous les jours au sein de la fédération. Frédéric, un grand merci pour cette conversation très agréable autour des bonnes pratiques de la plongée qu'on n'applique peut-être pas toujours de manière systématique. Je pense que c'est bon de le rappeler. Merci aussi à tous ceux qui se sont investis dans ce manuel Madeco pour mieux nous enseigner les bonnes pratiques liées spécifiquement à la décompression. À très bientôt. À très bientôt, Michael. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Michael Leclerc. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!